Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci, ravi de vous accueillir. Enfin, vous accueillir, c'est un grand mot, mais en tout cas, ravi de vous avoir en face de nous pour cette rencontre de ce cycle S'inspirer, respirer, qui voulait un peu rebondir d'une manière un petit peu indirecte, un peu, disons, un peu lointaine, mais avec l'exposition qui est en cours là de Mathilde Rosier, qui est une artiste qui travaille beaucoup sur la question de la terre, du rapport entre les espèces, entre la guérison de la terre, le rapport entre les plantes et les humains. Et bon, des questions qui traversent évidemment beaucoup le paysage de l'art depuis longtemps et qui traversent évidemment aussi beaucoup le champ de la pensée. Et d'où mon envie d'inviter aujourd'hui Sophie Gosselin et David Bartoli, bonjour, qui sont philosophes et qui ont publié l'année dernière un livre hyper beau et je pense assez important, qui s'appelle La condition terrestre, habiter la Terre en commun, qui a été édité dans la collection Anthropocène du Seuil, qui est une collection, vous savez, qui maintenant qui existe depuis maintenant un petit paquet de temps, plusieurs années, je ne sais plus, 7-8 ans, tout comme ça au moins, et qui, voilà, qui a maintenant un catalogue assez vraiment fécond sur les livres autour de la question écologique. Et La condition terrestre, c'est un livre de ce point de vue-là, on va en discuter aujourd'hui, assez nouveau et en tout cas qui ouvre beaucoup de questions. Et c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, le mouvement, ce qu'on appelle un peu rapidement le mouvement des droits de la nature, aujourd'hui, se développe beaucoup à la fois dans l'art et dans la pensée. D'ailleurs, c'est pas un hasard que ici même, dans le cycle que j'anime ici depuis 2-3 ans, on a plusieurs fois abordé ces questions, notamment avec quelqu'un comme Camille de Toledo, que vous connaissez bien tous les deux, avec qui vous avez travaillé, on va en parler tout à l'heure, notamment autour de la question des droits de la nature et du Parlement de la Loire, qui était un processus intellectuel et juridique, et j'allais dire presque artistique, assez intéressant. On avait beaucoup parlé de ça avec lui. On avait aussi parlé avec Nicolas Bourriaud et Estelle Zong-Mingal, ici même, aussi du rapport entre l'art et la nature, entre le monde vivant, qu'est-ce que le monde vivant fait à l'art, qui sont des relations aussi, des affinités électives, et aujourd'hui très très importantes. Voilà, on en avait discuté pas mal. Donc tout ça pour dire que c'est une question qui finalement, c'est pas hasard, croise à la fois le monde intellectuel et le monde artistique, pour le dire vite. Et comme ici, l'idée c'est justement précisément d'être attentif à ces entrelacements-là, à ces hybridations, à ces croisements. On a forcément plusieurs fois parlé de ces questions. Alors dans ce livre, La condition terrestre, Sophie et David, alors peut-être je vous présente peut-être rapidement comme un minimum quand même. Vous êtes tous les deux philosophes et écrivains, vous venez beaucoup de la question de l'art aussi, vous venez un peu de ce champ-là, et vous travaillez depuis plusieurs années à ce que vous appelez une philosophie de l'infraphysique. Bon, on pourra peut-être en parler, c'est un peu compliqué. En gros, pour simplifier votre travail, qui essaye de dépasser d'excéder, de dépasser le paradigme moderniste fondé sur la fameuse séparation entre nature et culture, dont maintenant, je pense, tout le monde a un peu pris la mesure, à force de le répéter depuis un moment. Mais on pourra quand même parler de peut-être clarifier sur ce qu'on appelle la modernité. Je pense que c'est quand même un enjeu évidemment important, et voir comment aujourd'hui on peut l'affronter. Vous êtes également, comment dire, assez actif dans le monde militant, et disons en dehors même de l'académie. Vous participez à des revues, notamment la revue Terrestre, vous écrivez souvent, mais vous avez aussi pas mal écrit d'articles dans d'autres revues comme Multitude ou Ligne, qui sont des revues comme ça, qui s'intéressent beaucoup à ces questions-là, bien sûr. Et vous avez, outre ce livre, La condition terrestre, publié aussi un autre livre qui était publié il y a 1 an ou 2, je ne sais plus, aux éditions du Dehors, 2019, voilà, qui s'appelle Le toucher du monde technique du naturel. Donc une autre question une autre réflexion sur les mêmes enjeux, et sur la question de comment imaginer d'autres manières de se relier à la Terre et aux entités qui la peuplent, qui est vraiment une question qui traverse cette enquête, parce que La condition terrestre, c'est une réflexion, mais c'est aussi une enquête, j'allais dire presque ethnographique. Peut-être qu'on pourra revenir sur votre méthode d'enquête, d'ailleurs c'est intéressant, puisque vous avez fait une sorte de tour du monde, une sorte de cartographie, je ne sais pas si elle est exhaustive, mais en tout cas elle est impressionnante, de la possibilité d'inventer d'autres rapports au monde, inventer d'autres alliances entre humains et non humains. Donc vous avez comme ça mis en lumière tout ce qui s'invente dans plein d'endroits. Je pense évidemment à la Bolivie, à la Nouvelle-Zélande, à la Nouvelle-Calédonie, au Mexique, bien sûr. Le Chiapas, pour vous, est un endroit extrêmement important de réflexion pour vous, mais aussi en France, puisqu'il y a évidemment Notre-Dame-des-Landes, qui est une expérience évidemment sur laquelle on réfléchit encore beaucoup. On pourra peut-être parler un peu de Sainte-Soline, mais qui n'est pas dans le livre, mais je sais que Sophie y était, on en parlait tout à l'heure. Bref, vous avez un peu
mis en lumière ce qu'on appelle des peuples rivières, des peuples montagnes, des peuples forêts, voilà, qui sont d'autres des peuples archipels. Voilà, c'est des concepts qui sont pas encore très intégrés dans notre conscience à nous, mais qui viennent un peu et que vous avez précisément vraiment pris le soin d'étudier. Alors, peut-être pour commencer la discussion avec vous deux, je disais que la condition terrestre, donc c'est une réflexion sur d'autres manières d'exister qui tiennent compte des rapports entre les humains et les non-humains. Peut-être rentrons directement, frontalement, en mettant les pieds dans le plat tout de suite. Parce que la condition terrestre, comment vous la définissez? Qu'est-ce que c'est que ce concept? Qui, évidemment, pour quelqu'un qui n'a pas le livre, pourrait se dire la condition terrestre, c'est quoi? Moi, je connais la condition humaine. Hein, c'est quand même la base de notre rapport au monde, a priori. Pourquoi la condition terrestre, pour vous semble un concept ou une entité ou un horizon plus important à défendre aujourd'hui que la condition humaine elle-même? Alors, je dirais que, alors justement, dans le livre, on reprend l'expression, enfin, le titre du livre d'Hannah Arendt, La condition de l'homme moderne, qui est la traduction en fait de Human Condition en anglais. Mais ce qui nous intéressait, c'était dans la traduction française, le fait de mettre l'accent sur le fait que la condition de l'homme, elle est pensée quand même dans l'horizon de la modernité. C'est-à-dire le fait que l'humain soit dissocié et pensé en tant que tel et isolé soit lié à la modernité. Et du coup, on distingue la condition terrestre de cette condition humaine dissociée des autres formes de vie dont elle y dépend et dont elle est constituée. Donc nous, l'idée de la condition terrestre, c'est de dire... en fait, face à la crise écologique, au réchauffement climatique, à ce que certains appellent la sortie de l'Holocène ou l'entrée dans l'Anthropocène, au final, ce qui apparaît, c'est justement toutes ces relations d'interdépendance qui nous constituent, qui constituent les trames de vie dans lesquelles on est pris en tant qu'existant, en tant que vivant, en tant qu'humain. Ne peuvent plus être invisibilisés, être, disons, extériorisés sous la forme d'un environnement passif, donc qui serait posé comme une extériorité, mais on découvre qu'elles nous constituent, qu'elles font partie de nous, et du coup, ça implique un renversement dans la manière de s'envisager en tant qu'humain. Et c'est un petit peu ça, un petit peu le point de départ, c'est de dire en fait la condition terrestre. Aujourd'hui, nous faisons l'épreuve de la condition terrestre, c'est-à-dire nous sommes réexposés, nous sommes obligés, confrontés à nous réexposer à une condition plus qu'humaine et à tous ces liens qui nous attachent aux autres formes de vie. Est-ce que cette intuition, cette hypothèse, ou je ne sais pas comment le dire, en tout cas cette pensée que vous avez là-dessus, pour vous, elle s'est imposée au fil de vos voyages, de vos enquêtes dans ces pays diversifiés? Comment elle est arrivée à vous? Est-ce que c'est une synthèse d'une manière de ce que vous avez vu, de ce que vous avez rencontré, ou est-ce que vous l'aviez, comment dire, l'idée avant même d'aller sur le terrain, je veux dire? Alors, c'est peut-être lié aussi à une réflexion qui remonte depuis de nombreuses années, où donc on est passé par différentes étapes, donc depuis nos engagements, disons, étudiants, puis après avoir été étudiant dans le monde de l'art, on a beaucoup été au contact de toutes les pratiques de création collective, notamment la réinvention des pratiques de création collective en lien au développement des technologies numériques et avec toutes les dynamiques des logiciels libres qui reposaient la question du commun, et aussi tout un imaginaire qui commençait à émerger à l'époque autour de la figure du cyborg, notamment telle qu'elle avait été mise en scène par Donna Haraway dans le manifeste cyborg. Donc cette question déjà que la condition humaine était en question, nous traverser. Et c'est à ce moment-là qu'on a rencontré le mouvement de la psychothérapie institutionnelle, qui, elle, donc c'est un courant de la psychiatrie alternative. Tosquelles, voilà, Tosquelles, Jean Houry, Félix Guattari, qui a émergé après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on a pas mal fréquenté la clinique de Laborde. Et avec cette question en tête, c'est bah oui, mais qu'est-ce que ça veut dire être humain? D'aller aux limites de l'humain et d'interroger ce sujet, ce mode de subjectivation qui avait été construit à la modernité, selon lequel l'humain, c'est le sujet conscient de lui-même, défini par sa volonté et sa conscience, et qui justement s'oppose à l'environnement qui lui est considéré comme passif. Et donc déjà, on a commencé à explorer justement d'autres manières de penser l'humain et d'aller aux limites de l'humain. Et là, on a découvert notamment le travail de Ligny, Fernand de Ligny, qui lui est allé jusqu'au bout un petit peu de ça. Et c'est à partir de là où on a commencé et notamment, elle avait
avec les expériences à la Borde, on voyait bien que la place, donc il faut voir, c'est une clinique au milieu de la forêt, avec un cours d'eau à côté, qui est complètement ouverte, il n'y a pas de mur, et ça fait complètement partie du soin de penser les relations. De penser les relations, en fait, qui, justement, comment elles agissent, les relations à la fois institutionnelles, mais les relations avec tous les êtres qui cohabitent dans ce lieu, comment, en fait, elles ont une action sur les formes de subjectivation. Et donc, c'est là où cette idée de personne relationnelle, qu'on développe pas mal dans le livre « La condition terrestre », a commencé, disons, à prendre forme. Et ce qui s'est confirmé un petit peu par la suite dans d'autres lieux qu'on a pu fréquenter, notamment celui dont on parle, qui est la ZAD de Notre-Dame-les-Landes, où là, la question des relations, le fait de cohabiter, en fait, c'est beaucoup partie de la question de l'habiter. Qu'est-ce que ça veut dire ? À partir du moment où on cohabite avec d'autres formes de vie, on commence à se rendre sensible à ces autres formes de vie, et on n'est plus simplement dans une relation d'utilité, dans une relation instrumentale. On commence à découvrir que, en fait, cette part non humaine nous habite, nous constitue. Alors, si j'avais peut-être à croiser les deux questions que tu avais formulées, c'est vrai qu'en revenant sur la question de Hannah Arendt, c'est quelque part, au fond, elle vient formuler, après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'aux années 60, le fait que quelque chose est en train de prendre un coup de semence, c'est ce qu'on appelle l'humanisme. La condition humaine, l'humanisme n'est plus assuré dans ses valeurs et dans son projet, dans son progrès, puisque le progrès a pu commettre le pire avec la bombe atomique et les usines de la mort. Et on voit l'humanisme qui sombre, sachant que le premier humanisme était chrétien à la Renaissance et que le deuxième humanisme est l'humanisme moderne avec les Lumières. Eh bien, au final, comme dirait Foucault, il n'a pas fait long feu l'humanisme, c'est 19e et 20e. Et si Hannah Arendt avait essayé de revoir comment remotiver la question de l'humanisme depuis l'Occident et simplement intra-occidental, c'est-à-dire en cherchant la question romaine pour l'autorité, la question grecque sur la question de la police et de la politique, eh bien, on s'est rendu compte, en tout cas, nous, avec effectivement, derrière la condition terrestre aussi, c'est un positionnement politique qui fait qu'on pense que ce qui a fondé la condition moderne telle qu'on le pense, c'est-à-dire depuis la première modernité chrétienne, c'est la colonisation, tout simplement, des Amériques, et qu'elle est contemporaine de la naissance du capitalisme. Donc, si effectivement on pense que le capitalisme, c'est ce qui, au fond, amène à ce que l'environnement dans lequel on pouvait puiser sans fin pour simplement la cause humaine, si on peut dire, et en allant vers quelque chose qui fait qu'on peut tout économiciser, c'est-à-dire tout peut être soumis à une économie générale, au fond. On ne pourra pas sortir du capitalisme sans vraiment prendre à la racine d'où s'est constitué le capitalisme, c'est-à-dire la colonisation des corps, du circuit triangulaire effectivement de l'Afrique et des Amériques, et bien sûr la même appropriation du corps de la femme, et en Occident ça a eu le terme de chasse aux sorcières. Et donc, on essaie de voir effectivement qu'est-ce qui fait que ce qu'avec après la tour, on appelle justement le fait que ce que l'on remarque, c'est qu'effectivement, une certaine tradition, par exemple de gauche, dite soi-disant émancipatrice, au fond, a laissé toujours de côté quelque chose qui est sous-jacent ou ce qui permet la fracture, je dirais, la fracture de classe sociale, c'est déjà la fracture raciale, à partir duquel on peut faire émerger du capital. On peut faire émerger des corps que l'on peut soustraire simplement en tant que vivants, des êtres qui vivent, et essayer d'en produire des valeurs qu'on peut soumettre à la monnaie. Et donc c'est ça aussi derrière la condition terrestre, c'est une double prise de position anthropologique, c'est-à-dire le projet humain dans son ensemble, et un projet politique de dire il nous faut décoloniser profondément les corps et les esprits, c'est-à-dire revenir sur la première modernité chrétienne, et la deuxième modernité, c'est là où ça se situe. Alors juste pour compléter, du coup, c'est l'autre aspect de la condition terrestre dont je n'ai pas parlé, c'est qu'il y a bien sûr cette relation d'interdépendance avec les autres formes de vie, mais il y a l'idée que ces relations d'interdépendance et d'attachement sont les conditions de possibilité d'une pluralité de mondes. Donc pour nous, la condition terrestre, ce n'est pas simplement la condition planétaire. Ce n'est pas le fait qu'on appartiendrait à ce grand tout que serait la planète, c'est plutôt... et c'est là où la notion de condition nous intéresse,
c'est ce qui conditionne la pluralité des mondes. C'est pas un état de nature fixe qui correspond à une espèce d'ordre naturel. C'est pas du tout ça la condition terrestre. C'est bien des relations d'appartenance, de co-appartenance, d'alliance qui s'inventent pour faire émerger des mondes et une pluralité de mondes. Ce qui fait lien avec la question coloniale, hein, où justement toute l'histoire de la colonisation, ça a été d'uniformiser pour aboutir à cette condition globalisée planétaire. Et nous, l'hypothèse qu'on fait, c'est que la condition terrestre, elle va être l'occasion de faire réémerger des mondes, on parle de recommencement des mondes, que des mondes pour pouvoir recommencer. Donc comment on accompagne ce recommencement des mondes, et c'est un petit peu l'enjeu du livre. Je ne sais pas si je peux rebondir, mais justement, un des auteurs avec lequel justement on a travaillé un peu derrière et qui revient parfois, c'est l'anthropologue brésilien Eduardo Viveiros de Castro, qui justement en allant faire ses enquêtes de terrain en Brésil, nous indique que eux, en Amazonie, eux ont déjà vécu ce qu'il a appelé un arrêt de monde. Ils ont vécu un arrêt de monde. Leur monde, leur manière de faire monde, leur manière de faire peuple, leur manière d'entretenir une culture a été, vous savez, à 90%, ils ont été génocidés, exterminés ou cosmocidés. Maintenant, on appelle même ça un cosmocide, on enlève leur monde. Et il nous dit, eux ont su s'en sortir. Au fond, derrière l'arrêt de monde, ils ont su se sortir. Alors, il faut inventer, il faut bricoler, il faut repenser la tradition, mais avec les nouveautés qu'on nous oblige. Et en même temps, c'est tout un processus d'invention. Et donc, c'est ce qui nous renvoie en disant, mais vous, les Européens qui semblaient être toujours ceux qui sont indemnes, soi-disant, des espaces que vous avez colonisés, en retour au XXe siècle et XXIe siècle, avec ce que, effectivement, les conditions industrielles, les Occidentaux ont... La condition industrielle qu'elle a inventée, qui a donné le monde dans lequel on est, c'est-à-dire la possibilité même qu'on est dans la fin de l'Holocène, c'est-à-dire 12 000 ans d'histoire de la Terre qui nous arrive, quelque chose, la Terre nous arrive, comme dirait Stengers, hein, l'éruption de la Terre arrive dans les affaires humaines, et là, c'est peut-être les Européens qui sont en train de se dire, mais il faut peut-être que nous-mêmes, on puisse recomposer des mondes, alors qu'on semblait indemne de la catastrophe. Et donc, il faut peut-être apprendre d'eux comment on reconstruit des mondes, comment on se soigne. Et justement, on parle aussi, depuis les femmes indigènes, de corps-territoire, c'est-à-dire qu'on n'abîme pas simplement des corps individuels. Quand on dit on appelle peuple, quand on appelle communauté, qu'on appelle un territoire de vie, c'est-à-dire faire monde, c'est tous les corps, tous ceux qui habitent ce territoire, c'est-à-dire une montagne, un animal, un humain, l'eau qui est polluée et qui ne nous permet plus la vie. C'est peut-être aussi l'obligation de migrer, migration obligatoire pour retenter une aventure. Et c'est ça qu'il nous faudra, nous, actuellement, réinventer. Et pour tout vous dire, on va être obligé, parce que vous savez qu'un des lieux qui va être les plus meurtris les prochaines années, c'est le bassin méditerranéen. C'est une zone très rouge, là, dans les années à venir. Elle va se dégrader à un niveau très, très important. Il va falloir nous réinventer. Donc, sécheresse notamment. Ouais, thématiquement, bon, on le voit bien déjà aujourd'hui. Alors juste pour prolonger tout un peu ce mouvement un peu généalogique là, de votre réflexion, il y a quand même, on ne l'a pas cité, je crois, c'est Bruno Latour quand même, parce que c'est quand même le premier, il me semble, avoir affirmé qu'on était terrestre avant d'être humain. Alors bon, évidemment, aujourd'hui, c'est une figure, évidemment, j'allais dire iconique, enfin, je ne sais pas comment dire dans le monde de la pensée, mais tout le monde ne l'a pas forcément lu de près. Parce que voilà. Est-ce que vous pourriez dire en quoi son travail est important pour vous, en quoi il vous a nourri et qu'est-ce qu'il a apporté de fécond dans la réflexion sur cette question-là aujourd'hui? Alors peut-être je ferai avant d'en arriver à Bruno Latour, on a beaucoup été inspiré plutôt par l'éthique environnementale et notamment par l'écologie profonde de Harness. Et cette manière de justement c'est déjà... un mouvement qui date des années 50. Voilà, 60. Donc qui a été surtout important aux États-Unis, qui a défendu les notions de valeur intrinsèque des êtres vivants. Mais ce qui est intéressant avec Harness, c'est cette vision, disons, un basculement vers une vision plus holistique, la volonté de dépasser l'individualisme, avec aussi les limites qu'il peut y avoir dans cette perspective, notamment qui ont été mises en lumière par l'écoféministe Val Plumwood, qui était en dialogue, mais aussi en débat avec Harness. Donc ça a été très important, ça nous a beaucoup inspiré.
Mais ce qui nous intéressait, ce qui nous a petit à petit intéressé dans la pensée de Bruno Latour, ça a été, disons, à partir du moment où il a fait notamment ses conférences, les 8 conférences face à Gaïa, dans sa manière de remobiliser, un petit peu dans la suite de Isabelle Stenger, cette idée de l'intrusion de Gaïa. Qu'est-ce qui fait intrusion à travers une figure qui est mythique, mythologique ? Et du coup, c'est cette question aussi derrière des croyances, des valeurs qui fondent une société. Et il nous semblait que ça, c'est quelque chose qui souvent est un peu l'importance de cette dimension-là nous semble assez minorée souvent dans la pensée environnementale, écologiste. C'est-à-dire au final, qu'est-ce qui fait monde ? Qu'est-ce qui fait tenir un monde ? Et c'est là où nous, notamment aussi avec les travaux de Philippe Descola et d'Édouard de Villeroz de Castro, il y avait, disons une tradition plus d'inspiration constructiviste. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était comment ça permettait de repenser des pratiques institutionnelles. C'est-à-dire de ne pas postuler une nature ou un état de nature préexistant, donc des lois de la nature qui seraient inscrites, on pourrait dire, dans le marbre, mais véritablement de comment repenser des alliances entre vivants, comment refaire communauté, comment c'est quelque chose qui s'invente en fait collectivement. Donc c'est vraiment cette dimension-là qui nous a beaucoup intéressés. Et qu'est-ce que ça veut dire à un moment quand il y a conflit de monde. Conflit de monde, c'est-à-dire l'émergence de nouvelles valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire de faire appel à une figure mythique ? Une figure mythique, c'est-à-dire qu'on bascule à on bascule dans un autre système de représentation. Quand on passe de l'humanisme qui érige la figure de l'homme un peu en divinité, qui va se fonder en fait et structurer tous les imaginaires à l'intrusion de Gaïa, là, on se dit, ou Pachamama pour ce qui est de l'Amérique du Sud, qu'est-ce que ça veut dire ? Que c'est tout à coup, c'est des figures qui sont des figures de la Terre, des figures terrestres. Et donc, c'est ce basculement-là qui nous a beaucoup intéressés dans cette manière. Au début, il parlait beaucoup plus de terriens. D'ailleurs, Bruno Latour, on était, disons, plus réservés parce qu'il reprenait notamment ce concept-là, je pense à Carl Schmitt, qu'il cite pour le critiquer, le détourner. Mais voilà, qu'il reprenait quand même. Et donc, quand la notion de terrestre est arrivée, ça nous paraissait beaucoup plus intéressant. Et nous, c'est là où on s'est dit, c'est la condition terrestre, c'est-à-dire dans ce cas-là, le conditionnel, c'est-à-dire d'ouverture de possible qu'il faut explorer, c'est-à-dire le caractère terrestre comme condition. Vous l'avez connu un peu de près, Latour, ou pas ? Oui. Sur la fin, on va dire. C'est vrai que jusqu'à un certain moment, il y avait quelque chose de sa pensée sur les acteurs réseau, entre autres, qui en même temps nous intéressaient. Et en même temps, effectivement, on est plus dans la sociologie. Voilà. Et en même temps, le fond sur lequel il s'appuyait, c'est-à-dire que malgré tout, avec l'hypothèse Gaïa, il y a quand même un fond qui s'appuie sur des théories qu'on appelle cybernétiques, sur des boucles de rétroaction. Et là, le problème, c'est justement un des problèmes qui faisait notre réserve avec Latour, c'est on ne veut pas faire de la Terre une unité. Vous voyez, une sorte de boule, même lui d'ailleurs le disait, mais justement ne pas le voir depuis des unités qui extérieures. Vous savez, avec nos satellites, on peut lire sans cesse en continu comment la Terre évolue, donc soit par la météorologie, mais plus profondément dans les masses profondes, géologiques, atmosphériques et autres. Et le risque, c'est que ça tombe dans les mains de grands ingénieurs qu'on appelle la géo-ingénierie, et justement, dont fait partie Paul Crutzen, qui a inventé le terme d'anthropocène. Critiqué ou en tout cas remis en chantier par Christophe Bonneuil et Fressos dans leur écriture l'événement anthropocène. Et c'est vrai que notre positionnement, ça a été effectivement de dire, puisque notre premier ouvrage était sur justement déjà essayer de repenser nature-culture, et là on s'est rendu compte qu'au moment où on cheminait, les trois auteurs effectivement Stengers, Bruno Latour et Villeroz de Castro, dans presque un même cœur, avaient besoin de redéfinir l'espace, on va dire, d'une certaine gauche critique pour l'emmener justement à un autre processus anthropologique qui est un dépassement de l'humanisme. Et derrière, ça a convoqué deux choses importantes. Ça veut dire remettre en chantier le temps long. Ça veut dire ne pas rester forcément dans les principes historiques, de ce qu'on appelle traditionnellement de gauche, la critique justement d'un matérialisme historique. Il faut accepter qu'on va peut-être être obligé de prendre en charge 2000 ans ou 10 000 ans d'histoire. Alors est-ce qu'on a les outils pour faire ça ? Eh bien, l'histoire ne suffit pas.
On va voir pourquoi. Elle peut suffire sur un plan local, c'est-à-dire dans les rapports de force tactiques, mais sur des grands mouvements tels que la question du progrès, la question de l'humanité, vous savez, ces grandes, je dirais, flèches qui nous font avancer dans le temps. Bah là, quelque part, nous on dit peut-être que là, c'est pas le moment d'aller encore flécher dans le temps, trop rapide, mais de creuser dans une mémoire beaucoup plus profonde, qui est la mémoire de la Terre, qu'on appelle géomémoire. Eh bien, qu'est-ce que ça demande, la géomémoire? Faire que l'humain se réinscrive dans des processus longs de métamorphose. Et donc, dans ces auteurs-là aussi, ce qui nous intéressait, c'est qu'ils ont été obligés de penser véritablement la métamorphose dans l'humain, au-delà de l'humain, ou par-delà l'humain. Et donc, on a, vous savez, le livre de Virose Castro qui est Métaphysique cannibale, pour essayer d'associer justement une certaine, je dirais, une profondeur de pensée dans le temps de la métaphysique occidentale avec la profondeur de temps que nous donnent les peuples premiers qui, vous savez, justement, entretiennent bien mieux que nous le rapport à la Terre, en tout cas d'en prendre soin. Et donc, c'est aussi où souvent Bruno Latour appelait justement des contagions métamorphiques. Et donc, à travers cette question mythique, il ne faut pas justement penser un fond commun, mais l'occasion à partir duquel on redéfinit nos valeurs, on se réinvente. Et donc, on fait la différence entre la notion romaine de fondation. On veut de nouveau inventer, fictionner un mythe avec le risque de faire des mythes fondateurs tels que les nazis voulaient le proposer ou tels que le Carl Schmitt. Et donc, nous, on dit, non, la question du mythe, c'est le lieu où, quelque part, on met entre parenthèses une condition historique dans laquelle on se sent mais complètement alourdi par ce qui nous arrive, et se donner l'occasion de réinventer nos conditions profondes. Et à ce moment-là, c'est là où ces auteurs nous ont vraiment nourris. Oui, parce que la condition mythique, c'est quoi? C'est la possibilité d'émergence des mondes. C'est ça, en fait, qui nous intéressait. C'est qu'est-ce que ça veut dire d'inventer des mondes? C'est-à-dire plus simplement comment on fait société. C'est-à-dire comment on se réorganise entre humains, mais comment, face à l'effondrement des mondes que l'on est en train de vivre, comment on fait réémerger des mondes, c'est-à-dire d'autres manières d'être en relation entre humains et autres qu'humains. Et donc c'est là où une dimension qui est plus que simplement de s'organiser, comment on s'organise sur un plan politique, où tout de suite la politique est prise dans une dimension cosmique. Ouais. Alors dans le livre, pour prolonger ce fil-là, vous soutenez l'hypothèse que la crise actuelle écologique, disons, est le moment précisément peut-être d'imaginer une sorte de rupture avec le projet moderniste, pour le dire. Est-ce que vous pensez vraiment que cette conscience-là de la crise écologique, même si on en discute, on l'entend tous les jours évidemment ici ou là, elle soit aussi prégnante que ça? Est-ce que vous pensez que ce moment, on est vraiment dans un moment de rupture, ou est-ce qu'on n'est pas peut-être à l'inverse, je ne sais pas, c'est la question que je vous pose, une sorte d'aveuglement ou d'indifférence absolue aux enjeux tels qu'ils se dessinent. Et on voit bien que les politiques, pour le dire assez vite, ne semblent pas complètement prendre la mesure de ce qui nous attend. Et on l'entend tous les jours. Alors, je dirais que moi, je pense qu'on est vraiment, c'est un petit peu ce qu'on soutient dans le livre, on est à un point de bascule. Mais ce point de bascule, il n'est pas orienté que dans un sens. Il a plusieurs directions. Comme souvent, à un point de bascule, il y a plusieurs chemins qui s'ouvrent. Nous, les deux chemins principaux qu'on voit s'ouvrir, il y en a peut-être d'autres, c'est un chemin qui est celui qui est plutôt porté par les gouvernants. Et je pense que les gouvernants à l'échelle mondiale, toutes les organisations internationales, ont intégré la question écologique, et ça depuis longtemps. Mais elles l'ont pas. Les sommets climatiques en sont un indice. Les sommets climatiques, mais elles l'ont intégré dans un modèle qui est celui de comment mieux gérer le système Terre, sans remettre en question, au fond, le système de production, le système capitaliste qui s'est installé à l'époque moderne et qui s'est imposé à l'échelle mondiale, notamment à travers la colonisation. Et donc, tout l'enjeu, je pense, d'une reconfiguration à l'échelle globale des techniques de gouvernement qui s'appuie pour beaucoup sur les technologies et qui, du coup, le récit du système Terre, de la possibilité de penser la Terre, comme disait David, comme un système de rétroaction, peut être complètement intégré dans cette logique de gouvernement global où on va mettre en place différentes technologies
pour gérer le système Terre. Et du coup, la question, ça va être comment on va régler les désordres qui vont émerger du fait du réchauffement climatique, avec toujours en soumettant à des logiques statistiques, de calcul de probabilité, qui, je pense, vont s'avérer de plus en plus faux et qui, je pense, qu'ils ne pourront pas marcher ou simplement à travers des violences, l'exercice d'une violence et d'une contrainte extrême sur les peuples, les habitants en fait des territoires de vie, qui eux vont vivre dans leur chair, et c'est déjà ce qui se passe, vivre dans leur chair, en fait, c'est déstabilisation climatique. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une rupture aujourd'hui entre des gouvernants qui voient ces problématiques écologiques toujours d'un point de vue qui reste le même que celui de la modernité, c'est-à-dire un point de vue hors sol, et qui, en fait, la Terre est toujours cette surface, un petit peu ce terrain de bataille qu'il faut gérer de loin en implantant différents dispositifs technologiques jusqu'à greffer des puces dans le cerveau humain. Et puis la question de comment on va produire de l'énergie, on trouvera toujours des sources, quitte à aller capter le moindre phénomène vivant pour le transformer en code et en énergie. Donc ça, c'est un petit peu le projet un petit peu fou que nous, on appelle la condition cyborg, et dont on voit l'expression notamment, par exemple, sur les questions des politiques de l'eau. La politique de l'eau qui a été proposée et les politiques agricoles qui ont été proposées par le gouvernement récemment vont complètement dans ce sens-là. C'est-à-dire que face à la crise que l'on vit sur un modèle agricole qui met en péril tous les cycles de l'eau, la réponse, c'est on va surtechnologiser l'agriculture. C'est-à-dire, en gros, on va faire des champs qui seront régulés par des machines, par des drones, avec des plantations OGM, et dans lesquelles il n'y aura même plus besoin de paysans. On pourra tout contrôler à distance depuis, en gros, une table numérique. Donc là, voilà, c'est un monde qui est dépeuplé, en fait, qui est proposé. Et la question, je pense qu'il se pose, c'est, bon, si on développe, et toute l'idée de développer l'intelligence artificielle s'inscrit dans ce projet-là, avec les conséquences sociales qui pourraient en découler, et la manière dont les gouvernants, les problèmes qui se posent, c'est pas est-ce que c'est juste, c'est il risque d'y avoir du désordre social parce qu'il risque d'y avoir du chômage massif du fait du développement de ces technologies. Donc en gros, comment on va contraindre les populations pour malgré tout accepter cet état de fait et donc gérer les populations. Alors nous, ce qu'on dit, ça c'est un petit peu un horizon qui est dystopique, et qui est donc proposé quand même à l'échelle des pouvoirs aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on a été chercher dans le livre, ça a été plutôt tout ce qui... Enfin, pas tout, parce qu'il s'en passe énormément, il y a énormément de choses qui se passent partout dans le monde, mais on a, nous, essayé de repérer dans différents endroits du monde des points de bascule qui indiquent un autre possible, un autre chemin possible, qui est celui, donc, non pas de la condition cyborg, mais de la condition terrestre, où véritablement... qui nous indique comment réhabiter la Terre de manière à pouvoir s'inscrire dans des temps longs et puis de manière aussi à répondre à des enjeux de justice sociale, de justice environnementale et de rendre justice en fait pour tout simplement pouvoir habiter avec les autres formes de vie, enfin que tout simplement le monde soit habitable. Et pour simplement répondre, je ne sais pas si vous savez, mais effectivement, parallèlement à Sainte-Soline, en fait, le gouvernement d'aujourd'hui en appelle justement à ce qu'ils appellent la ferme France. Donc ce qu'il faut entendre par ferme, vous savez, c'est comme si on a les fermes avec des fermes-usines ou des fermes effectivement contrôlées. Et France, vous savez, c'est pour aller dans le sens d'un certain populisme en disant au fond, on a peut-être été trop loin sur la mondialisation, alors qu'au fond, on continue la mondialisation économique. Et donc on sent bien que si aujourd'hui ça resserre les boulons du côté d'à peu près quand même dans le monde de beaucoup de gouvernements, et qu'aujourd'hui on a plutôt quand même soit un populisme ou soit une tyrannie, c'est-à-dire où on confisque au peuple la démocratie quand même, comme il s'est passé en France. C'est qu'au fond, il y a une crainte. Il y a une crainte que vraiment les habitants, et on le sait, que ce soit en Inde avec Vandana Shiva, que ce soit au Chili récemment, que ce soit en France, en fait, quand on voit en Grèce, on voit tous les pays, tous les peuples qui ont essayé de faire émerger véritablement une alternative populaire et pérenne, et que derrière systématiquement, ça vient réfréner, voire verrouiller à grands coups, quoi, c'est que là, il y a une crainte. On sent qu'il y a une crainte sévère de vraiment, il y a un tournant, et les habitants sont prêts à prendre ce tournant. Et donc, ce qu'on a essayé dans le livre, effectivement, c'est de 6 chapitres, et chaque chapitre dire au fond
ce qu'on entend plus ou moins vaguement dans les médias en disant « Ah tiens, Wanganawi peut-être, oh tiens, Zad peut-être ». Mais on a été voir à chaque fois de dire au fond, ils ont touché un objet, un endroit essentiel du faire politique qui peut bousculer nos rapports. Et entre autres, dans le faire politique, un ou deux qui ont basculé d'après nous, c'est que si la modernité, elle se conçoit chez les chrétiens, puis avec la Révolution française et les Lumières, selon le seul modèle grec, on va dire, par la pensée, on fait contrat social parce qu'on peut permettre entre humains des horizons avec la pensée, c'est-à-dire que seule la pensée et la raison vaut la peine, et le corps est toujours pris comme secondaire. On en appelle justement ouvrir une politique des corps, c'est-à-dire que les corps, c'est eux qui vont sentir les soubresauts de la Terre. C'est là où on est terrestre, c'est depuis les corps. Et c'est les corps qui ressentent aujourd'hui, quand on appelle éco-anxiété, pas mal d'études, enfin, tous, on vit véritablement des choses dans notre corps, on somatise, mais on somatise parce que tout simplement, la raison nous empêche d'aller prendre véritablement ce qui vibre. Et quand on voit tous ces peuples, tous ces habitants qui tentent des choses, ils le font tout de suite à leur corps défendant. C'est le corps qui vibre. C'est pas que simplement des grands mots d'ordre. On n'est plus dans le dogmatisme des années 40-50. C'est le corps qui tremble avec la terre. Donc ça, c'est la question de corps. Et derrière, on en vient justement à dire, alors il nous faut une politique de l'habiter. C'est les corps qui ressentent, et des corps qui sont avec les autres corps, ce sont des cohabitants autres qu'humains. Et à ce moment, la politique de l'habiter vient, et c'est l'ensemble de l'enjeu du livre, on essaie vraiment de renverser l'idée même du politique, du contrat. C'est plus la question, ça se passe plus par contrat, ça se passe, et donc avec l'idée que par exemple le citoyen contractualise, sauf que derrière les citoyens, qui étaient les citoyens? Les femmes n'étaient pas citoyennes en France jusqu'en 1945, les enfants toujours pas, certains handicapés pas, certains migrants pas, tous les autres humains pas, la montagne non plus. Donc en fait, peu, tout simplement, sont là pour faire notre monde. Alors qu'au fond, quand c'est notre corps qui parle, c'est-à-dire qu'il faut boire là avec cette montagne-là, ce glacier-là, ou quand on périt à 45 degrés, ou quand on voit les méga-feux, c'est le corps qui prend. Et donc, ça veut dire quoi? De faire une politique d'habiter qui ne soit pas une politique citoyenne, c'est-à-dire quelques-uns avec des représentants et toujours dans le contrat social avec un bouclage entre humains pour ne pas dépasser. Et c'est encore dans cet horizon que les cyborgs va. Et justement, ce qu'on voit aussi, pour terminer, c'est à quel point Bruno Latour ou même Donna Haraway, en disant, c'est vrai qu'on peut retourner l'idée de cyborg pour réinventer nos métamorphoses, mais depuis, elle voit tellement que c'est urgent qu'elle en amène à essayer de penser, par exemple, le compost. Qu'est-ce que ça dit avec Van Plewwood? La question du compost, c'est le corps qui est le lieu du politique comme lieu de métamorphose. Donc voilà, nous, c'est vraiment, on essaie de voir comment remétamorphoser la condition même du politique depuis le corps, depuis l'habité. Oui, et juste pour rebondir sur cette question du corps, je pense que vraiment, là, ce qui se passe, tous les conflits qui émergent en ce moment en France autour de l'eau sont intéressants pour ça. Parce qu'on se rend compte, l'eau, c'est la condition primaire de la vie. Et donc, l'eau qui était avant pensée comme une ressource, qui l'est encore, mais l'enjeu, c'est de ne plus penser comme une ressource que l'on gère entre humains. Alors là, l'enjeu, c'est de savoir est-ce qu'il faut une gestion publique, est-ce qu'il faut une gestion privée. Donc il y a des combats sur les conceptions de la gestion, mais avec toujours l'idée que c'est quand même une ressource extérieure. Et là, maintenant, on se rend compte, oui, mais l'eau, c'est la condition même de notre vie en tant qu'humain, mais aussi des autres formes de vie. Donc ça matérialise comme une matérialisation de ce lien entre les corps. C'est pour ça que ça nous a beaucoup intéressé, l'idée des peuples de l'eau ou de peuples rivières. C'est un petit peu de ça dont on est parti qui nous a vraiment parlé dans le processus qui a eu lieu en Nouvelle-Zélande autour du Wanganui. C'est-à-dire que quand ils reconnaissent la personne non pas seulement juridique, mais cosmologique du Te Awa Tupua, en lui donnant une personnalité juridique et en créant des institutions au nom de cette personne que les Maoris appellent le Te Awa Tupua, ce qu'ils disent à travers leur adage « je suis la rivière et la rivière est moi », c'est-à-dire que la rivière, c'est-à-dire l'eau, en fait, c'est ce qui matérialise le lien vivant entre tous les êtres qui cohabitent sur ce territoire. Donc là, on n'est plus dans ce modèle simplement du contrat qui reste encore un acte de la volonté humaine, mais comment, à travers nos corps, à travers nos manières de cohabiter dans des espaces communs, en fait, de fait, on est obligé d'instituer, de faire alliance, donc nous on parle plutôt d'alliance terrestre, d'instituer des alliances qui rendent possible cette cohabitation. Et je pense que ce dont on fait l'épreuve aujourd'hui, avec toutes les questions qui en sont en train d'émerger, d'ailleurs, dans la suite de Sainte-Soline, il y a eu
des textes qui ont commencé à parler de peuple de l'eau. Donc là, c'est intéressant que cette notion-là commence à émerger. Qu'est-ce que ça veut dire des peuples de l'eau? Qu'est-ce que ça veut dire faire peuple depuis l'eau? Et donc les Maoris en Nouvelle-Zélande, c'est vraiment les premiers à avoir un peu développé c'est une politique animique, un peu comment on pourrait le dire, comment on pourrait la clarifier. C'est un modèle qui est assez fascinant, mais c'est les premiers à avoir vraiment pris en charge cette question. Vous êtes allé les voir sur place, vous avez passé du temps avec eux? Alors, non, on n'a pas pu aller en Nouvelle-Zélande, mais en fait, les Maoris, c'est pas les seuls à peuple de l'eau ou à avoir eu cette relation-là à l'eau. Déjà, en fait, il faut savoir que le processus de la reconnaissance du fleuve Wanganui, donc, en tant que Te Awatupua, c'est un certain peuple à l'intérieur des peuples maoris. Tout le monde n'est pas impliqué dans le processus de reconnaissance. Il y a eu des désaccords, en fait. Tous les peuples maoris n'étaient pas d'accord sur cette stratégie-là, qui a mené à la personnalisation juridique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois vraiment... c'était une des premières processus qui a vraiment abouti à la reconnaissance d'un écosystème en tant que personne juridique. Ça a d'ailleurs influencé vos travaux sur le Parlement de Loire, c'était quand même un Ah oui, des modèles. c'était très important, parce qu'avant, il y avait eu Loire, les droits de la terre-mer. Donc c'est ça en Amérique latine, il y avait eu les droits de la terre-mer, donc en Équateur et en Bolivie. Mais là, c'est encore la terre, c'est-à-dire comme la Pachamama, comme une entité globale. Nous, ce qui nous a intéressés particulièrement au Wanganui, on s'est dit ça franchit une étape de plus, parce que là, ça part d'un territoire habité. Donc c'est plus, on sort de l'idée de la terre comme globalité pour dire c'est depuis les relations de cohabitation. Parce que ce qui est important quand même, alors ce qui est marrant, c'est que souvent on associe les droits de la nature, et je pense qu'en effet le processus qui a eu lieu sur le Wanganui a marqué un tournant dans l'histoire des droits de la nature. D'ailleurs, c'est juste derrière ce processus-là qu'en Inde, en fait, a été déclaré le Gange et l'Yunamamba comme étant aussi personne juridique, mais sur un tout autre modèle. Mais à la base, c'est pas parti des droits de la nature, en fait. À la base, c'est vraiment parti d'une lutte décoloniale. C'est-à-dire, c'est des revendications des peuples maoris d'être reconnus en tant que peuple maori qui ont abouti, en fait, c'est une stratégie qu'ils ont adoptée, de dire on veut que la rivière soit reconnue comme personnalité juridique. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est même pas parti des droits de la nature, même si après, ça a eu un impact énorme sur tout le processus qui a émergé à l'échelle mondiale autour des droits de la nature. Et depuis, ça ne cesse de croître. Alors si je peux aussi, sur un plan peut-être au niveau de la représentation aussi, c'est vrai qu'à travers la question de l'eau, on se rend compte effectivement qu'il y a le Wanganui, mais c'est aussi tout le processus de la Bolivie qui vient aussi lié à un conflit de l'eau. C'est plus, en fait, effectivement, la plupart du temps, les droits de la nature viennent de la question de l'eau, mais plus largement aussi, c'est vrai qu'au tout début du livre, on l'indique, nos mères sont aussi des personnes qui ont été exilées et qui viennent des îles, qui viennent d'Irlande ou moins de Corse. Et je le dis parce que tout simplement, ça veut dire qu'on a aussi une conception du politique qui n'est pas qu'une conception continentale. C'est pas que la terre ferme, vous savez, dont les Romains pensent que c'est comme ça, et c'est pas la terre ferme qui serait une unité, mais justement, au fond, chaque monde, c'est une archipel en soi. Donc c'est pour ça que même, effectivement, on a été voir la question kanak, parce que, comme la question corse, la question, c'est que la France, elle, fait toujours une unité depuis l'État-nation. Et on s'est rendu compte que justement, que ce soit les Corses, les Kanaks, ou même en Guyane et dans d'autres pays, ça bouge aussi, même en Guadeloupe, ça aussi la France, elle en parle très peu, mais c'est depuis souvent ces périphéries, c'est ça aussi dans notre livre, Le Paris, c'est les périphéries et des lieux où justement c'est mouvant, où on n'a pas une plateforme comme ça qui serait continue. C'est depuis ces périphéries, ce caractère mouvant, c'est-à-dire justement l'eau, qui a ces caractéristiques-là, qu'on peut refaire politique pour éviter de penser encore de nouveau une terre continentale, une espèce de bloc comme ça massif. Et justement, on en appelle justement à une terre-monde au pluriel. Chacun, à son endroit, s'il campe une unité, une manière de sentir des valeurs communes partagées dans le temps, ce qu'on appelle une institution, avec des valeurs qui ouvrent des temporalités longues, alors on est capable de se doter de nouveaux moyens. Et donc, pour simplement rebondir sur le Parlement de Loire, tout à l'heure, justement, tu as dit le Parlement de la Loire. Et donc, un des éléments, un des enjeux, vous savez, c'est de faire sauter la particule là, parce que ça ferait de la Loire de nouveau une chose, donc un bien, une ressource ou quelque chose, effectivement, sur lequel on a une prise, on peut avoir une propriété. Et quand on fait sauter l'article là, c'est-à-dire que Loire devient un nom propre et donc un sujet. Et donc, ça vient poser la question, puis d'ailleurs, la question se pose aussi non seulement c'est quoi un sujet, alors
Des fois, on pourrait dire, une salamandre, allez, pourquoi pas, un chien, bon, un arbre, bon, mais un ensemble, un horizon très large, et puis jusqu'où ça s'arrête. Avec le Wanganawi, vous savez que c'est les eaux profondes, c'est le ciel, c'est le début, c'est la fin, et c'est des valeurs physiques et métaphysiques, spirituelles, de longtemps. Donc, où ça commence et où ça finit, un territoire. Et là, c'est bien intéressant, parce que justement, on n'est plus dans le territoire national avec un sol bien consistant, un sang bien vérifiable. Non. Donc là aussi, c'est un nouvel imaginaire qu'il faut remettre en chantier, lié à l'eau, et ce que certains appellent les veines de la terre. C'est vraiment une manière de repenser nos manières de, justement, justement avec ce qu'on appelle peuple rivière, peuple... C'est un enjeu qui d'ailleurs, vous en parlez dans le livre, qui concerne aussi l'Occident et les États-Unis, parce que vous parlez du barrage à l'ouest des États-Unis. Sur le fleuve Eloi. Voilà, c'est ça. C'est quoi l'enjeu là? En 2 mots, sur le fleuve Eloi, ce qui nous a intéressé, c'est que donc ils ont construit au début des années 1900 2 grands barrages. Et donc qui en fait ont mis en péril le peuple Klalam, qui eux étaient vraiment des peuples de l'eau, qui vivaient de la pêche sur le fleuve Eloi. Donc c'est dans l'État de Washington. Et surtout, en fait, c'est celui qui a érigé les barrages. Il a écrit un livre qui s'appelle The Last Frontier, où en fait c'est le barrage et la matérialisation de la dernière frontière, c'est-à-dire l'avancée de la colonisation. Et donc le barrage matérialise en fait le processus colonial qui va transformer la rivière d'un milieu vivant au sein duquel habitent différents peuples en ressource qui est exploitée pour produire l'énergie qui va nourrir la métropolisation des villes de Port Angeles notamment. Et donc nous, ce qui nous a intéressé, c'est que les 2 barrages ont été démantelés. Ça a été quand même les premiers plus grands processus de démantèlement au monde. Donc ça marque quand même aussi quelque chose, qui sont issus d'une lutte qui a été portée à la fois par des écologistes américains, donc on sait que le mouvement écologiste américain est très fort, et aussi par le peuple Klalam. Et donc c'est cette alliance-là qu'on a trouvée intéressante pour comment ça transforme en fait, ça met l'Amérique face à son histoire coloniale, mais aussi à travers cette alliance entre les écologistes et les peuples autochtones. Donc c'est ça qui nous a intéressés, mais c'est aussi comment, du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'en fait, on se rend compte que derrière ce qui a été touché, c'est aussi tout le mythe de la nation américaine, qui est fondé sur cette histoire de la frontière et de la colonisation. Donc quand on fait tomber la frontière, et donc on remet en question aussi le projet colonial au fondement de la nation américaine, du coup, qu'est-ce que ça veut dire faire peuple, et faire peuple depuis le fleuve Eloi? Donc c'est cette idée-là du coup, comment on peut imaginer l'émergence de nouvelles manières de faire peuple qui se conçoivent plus, comme disait David, sur un mode qui est celui d'une politique continentale. Et on voit que tout le modèle politique depuis les Grecs, en fait, et surtout avec les Romains, on a toujours une politique qui est terrienne, qui se pense depuis la terre, et l'intendance ou le gouvernement des terres. On divise les terres, on partage les terres, on crée des frontières. À partir du moment où on commence à repenser l'espace politique depuis l'écoulement de l'eau, depuis les fleuves, depuis les bassins versants, c'est-à-dire aussi en tenant compte du fait que c'est des formes instables, avec toutes les formes migratoires que ça implique, des autres formes de vie, du coup, ça change complètement la manière de penser la politique, parce qu'on ne peut plus être simplement dans un point de vue surplombant qui suppose toujours une fixité, un espace extérieur. Ça veut dire qu'on se réinscrit aussi dans des cycles plus complexes, pluriels, et dans des temporalités plus longues. Parce que prendre en compte la temporalité d'un bassin versant, c'est prendre en compte la temporalité d'un glacier, donc d'une montagne, avec toutes les nappes phréatiques, les différentes strates de nappes qui sont des fois très profondes et qui mettent des fois des siècles, des millénaires à se constituer. Donc c'est là aussi, l'eau devient aussi la matérialisation d'un autre rapport au temps. Et peut-être pour rebondir effectivement 2 choses sur la question du fleuve Eloi, parce que d'abord ça reprend sur, vous savez, c'est comme des fois on nous dit oui mais alors là vous êtes toujours de l'autre côté, oui mais de l'autre côté au fond c'est les Amériques, donc c'est l'Occident, mais justement avec le fait que l'Occident est toujours hanté, a toujours une hantise, elle est hantée par ce sur quoi elle s'est construite, donc là effectivement sur l'éradication des peuples indiens, amérindiens. Et les peuples Klalam, eux, se nomment peuple saumon. Et je dis ça parce que tout simplement la Loire, au XVIe siècle, c'était un peuple saumon, tous les Ligériens.
Il faut savoir qu'il y avait des traités, des contrats vous savez, de Nantes, ça remontait vers Orléans, là, les barques. Les marins faisaient un contrat pour demander aux propriétaires en disant « S'il vous plaît, si on pouvait ne pas manger 7 jours sur 7 du saumon. » Et demander simplement au moins un jour de carnet autre que le saumon, tellement c'était peuplé de saumon. Le saumon, c'était ça au XVIe siècle. Pour tout vous dire aussi, on commence le livre avec les anguilles. Il y a 40 ans, je pêchais une anguille sans aucun problème. 40 ans plus tard, je sais que 60% d'anguilles en moins dans la Loire. La lamproie va disparaître dans la Loire. La lamproie. Ce qu'on veut dire aussi, c'est que à force de ne plus repérer l'invisible ou les invisibiliser, qui étaient là en abondance très récemment, on ne réclame plus. Eh bien, cette réclamation, à travers effectivement le Parlement de Loire, mais à travers le peuple Clalam, ce qui s'est dégagé, donc là c'est une notion qu'on essaie d'inventer aussi, c'est une nouvelle façon de produire quelque chose qui serait entre une justice politique et une justice sociale ou une justice de monde. Et on appelle ça, peut-être qu'il faudrait dépasser nos parlements, dans des boîtes fermées, centralisées, qui demandent justice et réparation, mais toujours en dehors des lieux où l'on constate les crimes ou les pertes, les invisibles. Et on en appelle justement à des nouveaux lieux qui seraient des agones, c'est-à-dire des lieux sur lesquels la justice se fait là où on demande réparation, c'est-à-dire venez voir, constater que le lieu s'est dégradé, que ces poissons ne sont plus là, que ces oiseaux ne sont plus là. Là, j'ai entendu qu'il y a 60% de martiniers qui ne risquent pas de revenir cet été en France. Constatons-le réellement. Et une fois qu'on le constate, on en appelle à la forme agone ou agonistique. Chez les Grecs, ils ont deux termes pour dire la notion de conflit. Soit c'est le polémos, et le polémos tel qu'il est, vous savez, on dit « Ah, on est dans une polémique ». Ça va très bien quand c'est rhétorique, la polémique. Mais il y a l'autre terme polémos qui veut dire la guerre et le combat. C'est-à-dire on va jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous savez que la démocratie, le kratos, c'est de dire lors d'une guerre, il faut absolument écraser l'autre, il faut avoir le pouvoir. Ça veut dire qu'au fond, nous avons depuis les Grecs une conception de la relation à l'autre qui est le combat et de l'ennemi juré qu'on peut tuer jusqu'au bout, anéantir. Dans l'agone, c'est plus le modèle du théâtre, alors là il y aurait presque eu la tour, mais autrement, quelque chose qui est sur le lieu même où il faut demander réparation. L'agone, c'est quoi? C'est, vous savez, dans le théâtre, on dit il y a un protagoniste, celui qui est devant la scène, et qui normalement est celui qui s'impose avec la parole qu'on lui octroie. Et derrière, ce qui est normalement, on avait fait ça à la nature, le décor, c'est les antagonistes. Donc dans le conflit politique, la question c'est de se dire, venons sur le lieu où les relations ont été abîmées, et inversons les rôles. Ceux qui étaient soi-disant les antagonistes vont se mettre dans la position première, donc la Loire va devenir protagoniste. Qu'est-ce qu'on fait? Donc pour le fleuve Éloie, c'est ça. Si le fleuve Éloie doit reprendre un cours d'eau pour laisser effectivement les saumons remonter, eh bien c'est pour ça qu'effectivement des naturalistes, des scientifiques, le peuple Clalam et même les citoyens ont demandé à dire essayons de trouver un endroit où en même temps il y avait une usine là-haut qui avait besoin de l'eau. Essayons de la conserver un peu, mais si on conserve ça sur un plan social, sur un plan environnemental, et sur un plan cosmologique, c'est-à-dire où on peut faire monde avec d'autres valeurs, laissons apparaître ça. Et donc, effectivement, on en appelle à l'agone, c'est-à-dire un lieu physique où nos corps sont en phase directe avec là où les choses ont été abîmées. Le prendre soin doit être les corps réels, on est sur le lieu. Et en appeler non plus à faire politique depuis un antagonisme, je dirais, guerrier, d'abattre l'ennemi, mais de composition de monde, en faisant à chaque fois un exercice absolument nécessaire pour décoloniser les imaginaires et décoloniser littéralement nos corps et nos terres. Et juste pour rebondir sur Éloie, ce qui nous a beaucoup intéressé sur le processus politique qui a eu lieu, c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient réussi, donc cette conjonction des écologistes et des Clalam avait réussi à obtenir du Sénat américain que les barrages soient démantelés. Et en fait, c'est les habitants de Port Angeles, notamment les citoyens de Port Angeles, qui se sont opposés. Il y a eu véritablement une opposition donc d'une partie des habitants du fleuve, parce qu'ils disaient ça va remettre en question justement la production énergétique et donc aussi l'usine dans laquelle on travaille, qui dépend du barrage.
Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont amorcé un processus qui a duré plus d'1 an et qui est vraiment bien restitué dans un film que l'on cite dans le livre, justement pour permettre un débat entre les habitants, donc une forme de proto-agone sur le fleuve, de pourquoi on estime qu'il est important de démanteler les barrages. Et ce qui est intéressant, c'est que ce processus politique a effectivement abouti à ce que ceux qui étaient au départ hostiles au démantèlement du barrage, en fait, petit à petit, on commence à comprendre. En fait, qu'est-ce qu'ils ont commencé à comprendre? Ils ont commencé à comprendre que toutes les relations d'interdépendance dans lesquelles ils étaient pris, c'est-à-dire qu'ils ont pu sortir, grâce à ce travail collectif, d'une logique strictement instrumentale, où ils considéraient en gros le fleuve soit comme un décor qui était sympathique à observer, sur lequel ils pouvaient se balader le week-end, et donc un espace de contemplation, soit comme un instrument de production au service de l'industrie. Donc c'était en gros ce rapport-là qu'ils avaient, donc qui était soit instrumental, soit purement esthétique, mais jamais en véritablement prenant conscience du caractère vivant du fleuve et du fait qu'il était littéralement, le fleuve était mort en fait. C'est-à-dire tous les minéraux, en fait toutes les chaînes d'interdépendance, même la forêt, tout était en train de mourir parce que la forêt est aussi nourrie par le fait que les poissons puissent remonter le cours. Et donc en mourant, ça fait il y a tout un ensemble d'interdépendances qui permettent en fait, qui créent la vitalité de l'ensemble de l'écosystème. Donc c'est ce processus-là de transformation collective qu'on a trouvé intéressant. On peut venir un tout petit rapidement sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, parce que c'est un autre chapitre important du livre. En quoi cette expérience-là, pour vous, est symptomatique de ce que vous appelez un point de bascule? Qu'est-ce qu'elle traduit pour vous dans cette réflexion générale sur les conditions terrestres? Alors, il nous semble que ce qui s'est passé sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes a été sans doute un des mouvements les plus importants en France du point de vue des mouvements écologistes, à l'après-guerre, je dirais quasiment. Enfin, véritablement, en tout cas de la fin du XXe siècle, notamment du fait de sa durée. Le fait que ça soit duré sur très longtemps. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au départ, donc quand il y a eu ce projet de construction d'aéroport, le discours en fait d'opposition à l'aéroport, c'était principalement l'idée que les paysans défendent leur outil de travail. Donc on était encore dans une vision, on pourrait dire plutôt marxiste, de défense de la terre comme un outil de travail. Donc il y a eu la suspension du projet de construction temporaire, hein, c'était ça la ZAD, hein, au départ ces zones d'aménagement différées, pour différentes raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir. Et en fait, la suspension de ce projet de construction, pour des raisons administratives, techniques, politiques, fait qu'il y a d'autres personnes qui ont commencé à venir habiter sur la ZAD, en disant il faut protéger ce lieu. Donc il y a eu plutôt des mouvements autonomes qui se sont dit c'est l'occasion de recréer un espace, de le réinvestir pour s'organiser politiquement de manière autonome. Il y a eu aussi des antispécistes qui sont venus. Ils se sont dit, non, nous, ce qu'on veut, c'est protéger les autres formes de vie. Il y a eu les écologistes qui étaient contre l'aéroport et son monde, c'est-à-dire tout le modèle de production industrielle et aussi toute la pollution que ça engendre. Et en fait, ça a créé un endroit dans lequel des personnes issues de milieux de lutte, de formes de lutte, de revendications très différentes ont dû apprendre à cohabiter. Et à cohabiter en plus dans un milieu qui se réensauvageait parce qu'il n'était plus vraiment complètement cultivé, c'est-à-dire qu'il y avait plein de terres qui étaient laissées en friche parce qu'elles avaient été en partie expropriées ou c'était en état de suspension. Et donc, tout à coup, il y a des espèces aussi qui ont commencé à réémerger. Et donc, c'est tout ça sur presque 20 ans qui a dû apprendre à cohabiter et à réinventer des formes de cohabitation avec énormément aussi de conflits, de tensions. Ça a été un processus très complexe. Mais en tout cas, il y a eu véritablement un espace de métamorphose collective qui s'est mis en place sur cet endroit-là avec des inventions politiques assez incroyables. Et nous, dont beaucoup il y a quand même pas mal de travaux qui sont faits sur ça, notamment la création de cette assemblée des usages, c'est-à-dire de penser une assemblée du territoire
territoire qui ne soit plus simplement une assemblée sens politique traditionnelle où on décide à partir de positions idéologiques, mais on décide à partir des usages et comment on permet la cohabitation de différents usages. Et aussi avec cette figure du triton qui au départ était en fait une des espèces protégées qui était mise en danger, qui est devenu un symbole, mais en fait qui est devenu plus qu'un symbole, c'est-à-dire c'est devenu un des cohabitants. Et du coup avec toutes les autres formes de vie. Donc c'est là où il y a eu, nous c'est ça qui nous a intéressés, c'est comment petit à petit il y a une forme de transformation dans le fait d'habiter ensemble un territoire qui lui-même laisser place à une forme de réensauvagement, donc à la possibilité de cohabiter avec d'autres formes de vie. Il y a eu une transformation du rapport même à ce qui était défendu, et du coup on est passé de défendre la terre, enfin défendre la terre comme outil de travail, à nous sommes la nature qui se défend. Vous voyez, il y a un basculement total dans le rapport même qu'on a au territoire de vie. Et donc dans cette fameuse phrase, qui est fameuse parce qu'effectivement là aussi elle a un marqueur qui nous fait changer complètement d'horizon politique et de s'envisager justement dans notre condition terrestre et pas simplement humaine. C'est nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Donc dans le premier cas, nous défendons la nature, c'était toutes les politiques environnementalistes des années 60-70. On peut défendre un triton, on peut défendre une forêt ou autre. Et là, on s'est rendu compte qu'effectivement, à force de pas simplement d'utiliser le triton comme simplement un symbole, mais un vrai habitant à part entière, il a montré quoi le triton? Vous savez, c'est un amphibien et donc il travaille justement entre deux eaux. Vous savez, l'État, avec les CRS, ils ont besoin d'un terrain dur. Dès qu'il y avait la flotte qui remontait, la boue, c'était un vrai problème, mais concret, hein. Pour vraiment combattre ces personnes-là qui étaient capables d'être dans les arbres, de travailler avec la pluie, et donc c'est une zone humide. Donc il faut savoir qu'à Notre-Dame-des-Landes, il y a des moments où vraiment on a du mal à vivre, il fait très froid, l'humidité est très importante. Donc la question des corps encore. Donc on se rend compte que là, les gens qui pouvaient vivre là, il y avait une adaptation au milieu et en fait à comprendre les autres et à devenir les autres. Là où effectivement le CRS, il est cloisonné dans son véhicule et surtout il ne doit pas voir les différences que le lieu dans lequel les lieux et les corps sont impliqués. Et donc à ce titre-là, petit à petit, à force de cohabiter, mais il y a des vraies métamorphoses au milieu. Donc il va y avoir, on va dire, 3 métamorphoses importantes. La première, c'est dans un souci de ne pas s'identifier vis-à-vis de personnes pour dire qui nous sommes. Vous savez, il y a le fameux Camille, c'est-à-dire un prénom transgenre, qui fait que toute personne qui allait sur la ZAD se disait « je suis Camille ». Voilà, c'est tout. Pour faire pour éviter des formes de leader, en fait, qu'il y ait un leader qui prenne la tête, qui soit identifié par les médias. Camille Etienne, elle est venue par exemple ou pas? La deuxième forme, effectivement, c'est Triton. Donc, dans un premier temps, c'était aussi effectivement un amphibien à sauver. Ça a été bien sûr après, vous savez, c'était contre le béton armé, le Triton crété. Et ça a été aussi une très très belle marche qu'on a pu faire, comme une sorte de carnaval de dragons. Eh bien, effectivement, les dragons, c'était, donc, vous savez, ce force de renouveau, ça a été le Triton. Donc, quelque part, l'humain aussi, composé avec le Triton. Et enfin, vous savez que Notre-Dame-des-Landes est devenue des bocages, que ces bocages, justement, si on avait rasé, il n'y en avait plus. Et donc, c'est le fait que le bocage devienne en lui-même un être à part entière. Et donc, c'est ce qu'on appelle, en fait, petit à petit, les personnes qui vivaient sur la ZAD sont devenues des personnes chimères. Vous savez ce que c'est une chimère chez les Grecs? On peut composer un être avec un corps de lion, des griffes et des ailes. Donc 3 compositions. Et donc là, la personne chimère que les zadistes pouvaient incorporer, c'est Camille, Triton, Bocage. Oui, voilà, une vraie personne chimère. À ce titre-là, c'est là où on appelle aussi ces personnes-là des personnes terrestres, dans le sens où, vous savez, là si on revient sur la question du droit, vous savez que dans le droit, il y a une coupure fondamentale, la summa divisio, soit on est des choses, soit on est des personnes. Personnes ont des sujets de droit, on peut décider de son horizon, de sa vie, de son corps. La chose est soumise soit à un maître, soit est reléguée à un objet sur lequel on a toute prise. Vous savez qu'auparavant, jusque dans les années 70, on pouvait martyriser un chien. Un chien, c'était un mobilier, c'était du meuble. Ce n'est que par la suite qu'on pouvait dire « Ah bah tiens, il est sensible ». À ce titre-là, certains disent il faut peut-être effectivement dire aujourd'hui des nouveaux êtres, mais justement de revendiquer un paysage, on le met où? Chose ou personne? Loi, chose ou personne? Et pour éviter de sortir de cette dichotomie, on a inventé l'idée de personne terrestre, c'est-à-dire loi
peut être personne terrestre, comme ZAD, un lieu peut être personne terrestre, pourvu qu'elle emmène les cohabitants à se transformer et être une communauté de vie, voire un peuple. Et pour devenir une communauté de vie et un peuple, inventons les institutions qui vont avec. Donc si c'est Loire, inventons, comme on a dit, un peuple Loire ou un peuple de l'eau avec une institution rivière qui va avec. Et à ce moment-là, nous devenons des personnes terrestres et nous ne sommes pas simplement des personnes humaines qui avons décision sur l'ensemble des choses qui constituent soi-disant la nature passive. Oui, l'idée de la personne terrestre, c'est qu'en fait, nous sommes tous des personnes terrestres, mais on l'a oublié. On a oublié qu'on était constitués par les autres formes de vie. Et c'est comment, dans ces situations, dans les contextes des ZAD où des habitants, des militants se mettent à défendre des lieux, en fait, dans le fait de le défendre à leur corps, avec leur corps, de se mettre sur un arbre et de protéger cet arbre, en fait, tout à coup, on se dit, en fait, ce qui me lie à cet arbre, c'est pas simplement une idée. J'ai bien un lien physique, animique, qui fait que je cohabite avec cet arbre, j'ai besoin de cet arbre pour vivre, j'y suis attachée psychiquement, émotionnellement et corporellement, physiologiquement. Et donc c'est ça en fait, se découvrir personne terrestre. Je pense que c'est ça qui petit à petit est en train d'émerger. Et pour nous sur la ZAD, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui a pris forme au fur et à mesure. C'est que certains, en tout cas dans les expériences, se sont découverts personnes terrestres ou se sont manifestés comme personnes terrestres, mais pas forcément en disant c'est pas moi la personne, c'est en fait c'est ces relations qui me constituent qui fait que je suis constituée, je suis un être chimérique constitué par toutes ces entités avec lesquelles je cohabite. Peut-être pour boucler la boucle un peu de ces points de bascule que vous avez très bien éclairé, il faudrait quand même venir en parler quand même du modèle zapatiste, parce que d'ailleurs le Chiapas, je crois vous faites une citation du sous-commandant Marcos dès l'ouverture du livre, donc c'est quand même le signe que pour vous il est quand même je sais pas comment dire, un inspirateur, en tout cas une figure. Bon alors c'est vrai que dans l'histoire politique, il a été un peu une sorte d'icône, un peu comme ça, de l'extrême gauche mondiale dans les années 90. Mais bon, il est plus que ça. Et donc en quoi pour vous le Chiapas, le modèle zapatiste ont précisément inventé justement un modèle d'une condition terrestre nouvelle? Vous parlez tout à l'heure du fait que c'est un monde fait de plusieurs mondes. En quoi les zapatistes ont intégré cette idée? Oui, c'est vrai que ça, c'est un slogan zapatiste, le fait qu'ils défendent un monde fait de plusieurs mondes. Donc les zapatistes qui sont essentiellement, qui est issu, le mouvement zapatiste, de la rencontre entre, on pourrait dire, une forme de guérilla marxiste et des peuples indigènes des montagnes du Chiapas. Et qui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à d'autres pays où, on pourrait dire, les guérillas marxistes ont voulu embarquer les peuples indigènes dans leur propre logique historique. Là, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que, en fait, au contact de ces peuples indigènes, qui étaient en fait en marge de l'histoire, oubliés, même pas comptés en fait dans les recensements de l'État mexicain, c'est-à-dire ils étaient en dehors de l'histoire de l'État même. Et ces militants avant-gardistes dans cette projection historique qui ont découvert une autre manière d'habiter le monde et d'habiter dans le temps. Et pourquoi pour nous les zapatistes, c'est vraiment, ils sont très très forts, ils sont vraiment, je suis vraiment profondément admiratrice à chaque fois que je lis leur capacité, toutes les actions qu'ils font, c'est ce sens qu'ils ont à la fois du symbolique, c'est-à-dire qu'il y a toujours un lien, une dimension politique, mais qui est toujours prise dans quelque chose qui va au-delà, c'est-à-dire vraiment une justice et une justesse de cette dimension symbolique, et cette capacité à s'inscrire dans des temps longs et à avoir une prise sur le temps. C'est ça qui est assez très puissant et en même temps paradoxal, c'est-à-dire que la prise qu'ils ont sur le temps, c'est pas une prise volontariste simplement justement dans un modèle guerrier de maîtrise. C'est précisément parce qu'ils acceptent une autre temporalité, qui sont pris dans des temporalités terrestres, que du coup, ils ont une toute autre manière de s'inscrire dans le temps et de prendre de la distance aussi par rapport au temps politique extrêmement restreint qui est celui de nos sociétés modernisées, notre politique modernisée, qui est en fait un temps de plus en plus restreint, qui est le temps du présentisme, le temps de l'actualité, sans cesse être soumis à l'actualité. Et les zapatistes, ils disent, mais de toute façon, on a été les oubliés de l'histoire, donc on peut très bien se retirer pendant 1 ou 2 ans et puis revenir dans l'espace public
quand nous, on estime que c'est nécessaire. Donc c'est eux qui décident de leur temps, parce qu'ils sont déjà dans un autre temps. Et c'est là où, pour nous, ils sont indicateurs d'une autre possibilité de s'inscrire dans des temps longs, mais tout en construisant quelque chose dans ces temps longs. Parce qu'en fait, c'est aussi cette capacité-là, cette manière de s'inscrire dans des temps longs, dans des mémoires terrestres, qui, me semble, leur a donné la force et la puissance d'inventer des formes institutionnelles autonomes, assez inédites. Parce que, justement, ils ne sont pas dans cette dépendance par rapport à la scène politique, à l'État, avec lequel ils discutent, ils dialoguent. Ils sont sans cesse en composition, ils ne sont pas du tout repliés sur eux-mêmes. Mais ils savent qu'ils sont déjà dans une autre temporalité. Alors donc la question zapatiste arrive, nous, c'est le dernier chapitre, le 6e. Il faut voir qu'on a construit le livre de façon un petit peu progressive et petit à petit on a fini par deux choses assez massives, la question de la souveraineté, dans la question politique. Vous savez que la souveraineté, dans le cadre du gouvernement, c'est gouverner une portion d'espace avec l'autorité qu'il faut physique. Mais le gouvernement, lui, il ressort de son autorité, il ressort de cette capacité sur quoi ? Sur une autorité, sur quelque chose qui fait que il dit au peuple, enfin en tout cas le gouvernement dit au peuple, vous en faites pas, je crois qu'on est d'accord avec vous, on est raccord, on peut vous proposer un temps d'exercice des hommes dans un temps long, et donc effectivement dans le cadre de la modernité, c'est le progrès. Et donc là, ce que effectivement le matérialisme historique marxiste qui va dans le progrès, quand il se rend compte que des personnes, les oubliées, font partie au fond d'un autre temps, c'est-à-dire qu'ils revendiquent quoi ? Ils revendiquent un temps pré-colombien, littéralement. Donc les zapatistes, c'est quoi ? C'est des personnes qui vivent dans des régions, 5 régions du Mexique, qui se revendiquent de Zapata, c'est-à-dire un mouvement de révolution populaire, mais très important, des campagnes et pas des villes. Ce n'est pas une révolution marxiste traditionnelle, c'est une révolution des campagnes. Donc ça, ils le revendiquent. C'est de la périphérie, hors des villes. Et puis, c'est toute la logique, vous savez, c'est que se dire, en fait, là où émergent les vraies révolutions, c'est depuis les maquis, c'est depuis les forêts, c'est depuis les montagnes. C'est celles qui revendiquent des temps qui n'appartiennent pas au temps du gouvernement, au temps des villes. Donc ça, c'est important. Et donc, pourquoi on va chercher l'autorité ? C'est qu'effectivement, comme on le redit, comme ça va faire une petite boucle avec Hannah Arendt, pour repenser l'autorité de ce qui pourrait être les temps nouveaux, peut-être du XXIe siècle, elle revient à l'autorité romaine. Et on dit peut-être que non, peut-être qu'aujourd'hui, justement parce que c'est l'occasion de décoloniser l'ensemble des rapports et d'autres temps. Et donc là, les temps précolombiens, comme nous, d'autres temps, le temps de Gaïa ou le temps de Haïti pour les archipels de Caraïbes. C'est peut-être l'occasion de se réinventer, donc de réinventer la question du temps. Et donc c'est vrai qu'à la fin, justement, on essaie de proposer une nouvelle façon d'approcher la temporalité, c'est-à-dire pour soigner le temps dans lequel on est en train de s'engourdir. C'est que si le temps historique nous permettait d'avoir une prise sur, je dirais, une fonction politique, si auparavant le mythe c'était ce à partir du quoi on avait l'impression de s'envisager depuis quelque chose qui faisait un fondement commun, il faudrait, justement, pour notre part, on essaie de penser un temps animique, c'est-à-dire que c'est la rencontre du temps présent, parce que vous savez que les zapatistes ont une lutte au jour le jour, mais vous savez, ils ont des revendications effectivement qui arrivent à se désinscrire d'une temporalité trop gouvernementale. Donc par exemple, vous savez qu'ils sont venus en Occident nous faire comprendre en 2023 qu'ils ont été les colonisés, qu'ils revendiquent eux une autre manière de s'appeler, puisqu'il y avait un autre peuple avant, et ils font leurs actions au 1er janvier, pour dire 1er janvier, nous la Terre, ou nous la planète. Donc là, ça veut dire aussi que les zapatistes, c'est en même temps une lutte politique tout à fait ancrée et avec des pratiques, je dirais, de lutte au corps le corps, au jour le jour, mais en prenant des temporalités précolombiennes avec des mythes qui sont effectivement, comme le début du livre, des mythes qui essaient de réinventer un rapport. Et donc la condition effectivement que nous présentent les zapatistes, c'est de dire effectivement, vous savez, chez les Romains, janvier, c'est Janus. C'est ce à partir de quoi il y a quelque chose de nouveau qui revient. C'est le temps fondateur, le temps de la fondation, Janus, le temps du passage et de la fondation. Voilà, avec, vous savez, les visages bifrons, c'est un qui va vers l'avenir et un vers le passé, si ce n'est que là où il est lui, il pose un temps de certitude. Alors que ce qui est
incroyable avec les apathies, c'est justement le 1er janvier n'est pas un temps de certitude, avec un horizon à venir et un passé. C'est le temps où les choses sont capables de se réinventer. Donc on est dans des temps, vous savez, spiralés. On va reprendre là où on a été meurtri. Donc là, par exemple, l'invasion colombienne. Et on va essayer de la prendre en charge pour déboucler le temps de l'histoire. Et donc on a essayé de faire justement une autre manière de représenter le temps, qui n'est plus un temps du fléchage unilinéaire avec la seule histoire de la Terre et des hommes, linéaire. Mais on a aussi fait un carottage dans le temps, c'est le temps de la Terre, ce qu'on appelle la géomémoire, qui vient puiser dans nos... Et nous, on pense qu'effectivement, pour sortir, je dirais, de l'impasse qui nous est donnée par les gouvernements d'aujourd'hui, parce que je pense qu'on n'est pas dans l'impasse, le peuple n'est pas dans l'impasse, il faut donc aller chercher, déboucler, si on peut dire, les temps qui nous ont fait mal, comme aujourd'hui, effectivement, pour s'émanciper pour les femmes, la question du temps du patriarcat ou autre. Et donc, il y a des moments, effectivement, clés de débouclage. Et donc, ça fait des temps, effectivement, plutôt spiralés. Et dans le cadre amérindien, si on parle souvent de la Pachamama, c'est une manière de repenser l'espace, on parle rarement du Pachacuti. Et le Pachacuti, pour les Amérindiens, c'est dur. Il y a des cycles où la Terre se réveille et demande aux hommes de se réinscrire dans un autre temps. C'est pas grave, il faut apprendre. Par contre, ce qui est grave, c'est d'en nier le surgissement et tout simplement de l'agresser de nouveau ou de l'oublier. Là, ça c'est grave. Mais voilà, il y a aussi ce temps de réinvention. On va arriver au terme de cette discussion qui est passionnante et on aura plein d'autres questions à vous poser. Mais peut-être pour finir, je voulais vous demander une question et en rapport à la réception de votre travail. C'est la question qu'on peut se poser parce qu'en vous écoutant, en vous lisant, on voit bien qu'il y a une réflexion très approfondie, j'aime dire qui peut paraître un peu conceptuelle, même peut-être parfois expérimentale. Les gens entendent des mots, on ne comprend pas, des cosmogonies, d'autres rapports au monde, etc. Alors qu'en fait, votre travail, vous l'avez bien démontré ce soir, est extrêmement concret, très précis. Enfin, les points de bascule que vous décrivez sont extrêmement... Voilà. Comment vous avez l'impression que votre travail peut être aujourd'hui entendu, et j'allais dire presque assimilé, ou dans le débat public, par les militants écologistes eux-mêmes? On n'a pas l'impression que la condition terrestre, c'est un concept qu'on entend souvent dans les débats autour d'écologie aujourd'hui. Alors, il y a d'autres constructions de débats qui sont intéressantes sur, je sais pas, la critique du modèle productiviste, etc. On le voit bien. Mais est-ce que vous avez le sentiment que votre travail il est un peu entendu, ou est-ce que, ou au contraire, que ça bloque un peu quelque part, et comment et pourquoi? Alors, c'est difficile de mesurer, hein. Moi, ce que j'ai le sentiment, c'est que en fait, il y a un peu les deux, je dirais. C'est-à-dire qu'en même temps, on est inscrit dans un bouleversement un petit peu, une émulation intellectuelle assez importante aujourd'hui. Enfin, il faut le dire, au niveau de la pensée écologique. Il y a plein de maisons d'édition, alors que, par exemple, la maison d'édition dehors était avec une autre maison d'édition qui était Well Project, qui sont nées à peu près au même moment. C'était un petit peu les deux qui portaient... Alors, vous voyez, des petites maisons d'édition qui portaient ça il y a une quinzaine d'années, qui portaient ces questions-là. Et depuis, ça a fleuri, il y a plein de collections. Donc, il y a véritablement une véritable émulation intellectuelle autour de la question du vivant, autour de ces questions-là. Aussi avec disons que la pensée de Bruno Latour, qui a une place très importante dans l'espace médiatique. Donc on est quand même dans une scène intellectuelle qui est extrêmement vivante et qui est très stimulante. Et je pense que du coup, de ce point de vue-là, il y a quand même quelque chose qui s'entend. Après, je pense que là où on ferait, en allant chercher ces points d'articulation entre des dimensions politiques et des dimensions cosmologiques, c'est vrai que c'est pas complètement évident. Je pense que ça va prendre un peu de temps disons que c'est pas des choses qui peuvent avoir une opérationnalité immédiate, même si en fait ce qui est étonnant, c'est que si on est un peu à l'écoute de ce qui se passe, on se rend compte qu'il y a plein de choses que l'on décrit dans le livre qui en fait se font. Par exemple, la question des peuples de l'eau, on en parle, et puis 6 mois après, il y a tout ce conflit avec Sainte-Soline et cette idée du peuple de l'eau qui émerge. Et donc, alors que le livre est sorti 4 mois avant. De la même manière, au moment où le livre sortait, on a appris qu'en Espagne,
dans le sud de l'Espagne, sur la lagune du Mar Menor, donc dans un contexte vraiment européen, pas du tout avec des peuples indigènes. Et il y a eu une lutte qui a été portée par les habitants de la Mar Menor suite à un traumatisme collectif lié au fait que la pollution, en fait, il y a des poissons, tous les poissons du fleuve, enfin de la lagune, qui se suicidaient, en fait, ça sortait de l'eau. Et il y avait des milliers de poissons sur les plages, et ça a créé un traumatisme collectif qui a initié un mouvement qui a abouti à la reconnaissance, à la création d'une loi inscrite donc dans la Constitution espagnole aujourd'hui, depuis fin septembre, pour reconnaître la lagune en tant que personne morale. Donc, vous voyez, et alors que souvent, une des choses qu'on nous disait, bah oui, mais ça va pour la Nouvelle-Zélande, parce qu'il y a les Maoris, mais ici, il n'y a pas de Maoris. Donc ça, c'était, quand les premières fois on a commencé à discuter de ça, c'était un des arguments qu'on nous avançait. Et donc, il y avait ceux qui disaient, alors du coup, il faut rester que sur le plan juridique, ce qui est intéressant, c'est la personnalité juridique. Et on me disait, non, il y a bien quelque chose qui est en train de se passer là, il y a un basculement qui est plus que simplement juridique. Derrière ce mouvement juridique, il y a bien un basculement qui est anthropologique. Mais ça s'inscrit sur des temps longs. Et disons que, du coup, en fait, il y a une tension. C'est qu'à la fois, on sent bien qu'on est en résonance avec des choses qui sont d'une extrême, d'une actualité brûlante. Et en même temps, c'est des processus qui s'inscrivent dans les temps longs, qui sont souterrains aussi, qui, tout à coup, comme là, l'histoire du fleuve Wanganawi, c'est quand même un truc incroyable. Au moment où on apprend ça dans les médias, ça fait le tour du monde. 10 ans avant, mais même 5 ans avant, c'était inimaginable qu'un fleuve puisse être reconnu comme une personne morale. Enfin, c'était inimaginable. Et tout à coup, non seulement ça devient possible, mais en plus, ça prolifère et commence à être repris partout dans le monde. Donc là, on sent bien on est en train de franchir des points de bascule. Et des fois, mais ça se fait souvent, vous voyez, c'est plutôt des mouvements souterrains, puis tout à coup, ça émerge. Et on a l'impression que c'est sorti un peu de nulle part, alors qu'en fait, ça se travaille en profondeur, vous voyez, dans la société, où quand on voit, un petit peu quand on est au contact de ce qui se passe dans les milieux militants, dans les milieux paysans, dans tous les renouvellements des pratiques, permaculture, le foisonnement quand même. Dès qu'on s'engage un peu dans le milieu associatif, on se rend compte du foisonnement, des créativités, d'inventivité qui est absolument énorme et duquel sont en train d'émerger des choses qui tout à coup prennent une visibilité. Et donc pour finir simplement, là par exemple quand on va au Parlement de Loire, là, vendredi prochain, Descreux va venir pour essayer de discuter. Mais en dehors de ça, il y a un vrai travail de fond. Par exemple, une personne de droit qui s'est mis justement parce que le Parlement des lois s'est mis dans le droit de l'environnement, a fait travailler des jeunes en master, des masters qui veulent travailler sur ça, se sont rendus compte à quel point c'est complexe parce que eux, ils sont insérés dans le domaine du droit occidental, sauf que la plupart maintenant des cas viennent hors Occident, dont le Wanganawi, dont la Bolivie, et ils doivent apprendre d'autres cosmologies, d'autres rapports aux êtres. Et même l'une des personnes les plus, je dirais, avancées sur ce domaine balance effectivement un concept, alors là qui est désorientant, Marie-Angèle Hermy, d'animisme juridique. Donc ça veut dire qu'il faut quand même penser que nous, notre espace occidental est posé sur des juridictions qui bien sûr ont évolué, mais ça vient aux Romains. Donc on est en train, sur la question de l'autorité, de la fondation et tout ça, là on jette un vrai pavé dans la mare. C'est quoi un animisme juridique réel, une méthodologie juridique? Donc ça, c'est une mise en chantier, mais considérable. Et c'est tout récent. Et ça met en œuvre des choses, mais vraiment considérables. Donc ça, c'est par exemple aussi une chose qui travaille de fond. Deuxième chose aussi, travail de fond sur le plan politique. C'est que jusqu'alors, même dans le domaine de la gauche, on dit « Oh là, institutionnel, on n'en veut pas ». Pourquoi? Parce que simplement, qui dit institutionnel, par exemple les lieux institutionnels républicains, dit l'État. Alors que nous, on va chercher la plupart du temps aussi des choses qui ne sont pas de l'État, des peuples sans État, ou des peuples qui ont pu marronner ou qui ont pu inventer dans le dos de l'État. Et aujourd'hui, avec Parlement de Loire, mais là on essaie nous de penser justement Parlement de la Creuse et peut-être penser un conseil diplomatique de bassin versant. Ça veut dire que les habitants, ou même des élus ou des gens de territoire, peuvent à tout moment inventer une institution interspécifique, inventer leurs lieux, inventer leurs paroles, inventer leurs conditions, en échappant au processus d'État ou à des ONG qui auraient un intérêt plus ou moins à... On peut les inventer. Donc ça aussi, même sur un plan politique, on peut inventer des institutions qui échappent véritablement à l'élaboration
d'un espace qui jusqu'alors nous était confisqué. Ou vous êtes citoyen, vous rentrez dans le rang des institutions de représentativité, ou alors vous êtes des militants. Eh ben non, on peut trouver en ce moment une militance qui forge des espaces politiques qui échappent aux politiques, véritablement, et qui peuvent être des processus de fond et véritablement qui désorientent. Donc, autant sur le droit que sur l'espace politique, deux horizons qui sont en train de se construire considérables. Écoutez, merci beaucoup, c'était passionnant de vous écouter. Je pense qu'on se souviendra de ce livre dans quelques années quand on reparlera de tous ces progrès-là, la condition terrestre. Si vous avez des questions, elles sont évidemment les bienvenues. J'ai oublié de préciser aussi un article que vous avez fait paraître récemment dans l'Art Bio qui est intéressant sur l'histoire d'un éleveur en France, je ne sais plus dans quel coin d'ailleurs. Diwa, Thierry Geffray qui est voilà, sur la relation vivant, un éleveur de loups, etc., qui est aussi Non, il n'y a pas un éleveur de... un éleveur de... Un éleveur, non, pardon, un éleveur, mais qui défend l'intégration des loups, voilà. Et qui est pour vous aussi une manière un peu de comprendre le basculement aussi du rapport au vivant, etc. Oui, parce que lui, il est vraiment, il est assez incroyable dans son expérience de vie déjà, qui est extrêmement dense, complexe. Mais nous, on a été interpellés par ce qu'il a vécu, donc en tant que paysan, éleveur, et qui a subi des attaques de loups. 18 attaques quand même en un an, qui en partie ont participé à un déclenchement d'un cancer. Donc ça l'a vraiment attaqué à tous les sens du terme. C'est-à-dire ça a attaqué sa ferme, ça l'a attaqué dans son corps, ça l'a attaqué psychiquement, ça a attaqué tout. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est le processus dans lequel il était déjà pris d'une certaine manière, parce qu'il était quand même déjà paysan bio, donc il était pris lui-même dans une histoire, mais à un moment, quand on est attaqué par les loups, la réaction première, ce serait de dire, il faut abattre les loups. Et en fait, au départ, c'est la réaction qu'il a eue, puis petit à petit, il a commencé, en fait, il raconte ça très bien, comment petit à petit, en se cachant la nuit, pour essayer de repérer d'où les loups allaient venir, pour les chasser au cas où ils arrivaient, il a commencé en fait à voir la montagne autrement, qui est devenue un paysage mouvant, et en fait à la voir du point de vue du loup. C'est-à-dire que petit à petit, en fait, le loup n'était plus simplement cet ennemi extérieur, il a été obligé d'intégrer le point de vue du loup pour pouvoir en fait soigner ses brebis, et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'en fait le loup était un cohabitant de son territoire de vie, et que c'est lui qui s'était coupé de son milieu de vie qui était la montagne, en pensant qu'il pouvait être simplement un exploitant, maîtrisant sa ferme, et en ne tenant pas compte du fait que habiter en montagne, et s'il était venu en montagne, c'était justement pour retrouver un lien avec les autres formes de vie. Et c'est comme si le loup avait fait intrusion dans sa vie, avec la violence que ça implique, mais pour lui rappeler qu'il avait oublié ce pourquoi il était venu au départ. Et donc là, il a refait l'épreuve de sa condition terrestre. Donc c'est ça qui nous a intéressés dans cette expérience. Un peu Anastasia Martin avec son ours. Oui, tout à fait. Justement, il dit même effectivement qu'à un moment donné, vous savez, il était dans son tracteur et il voit un loup passer devant son nez, presque comme si c'était une apparition, même une provocation. Et en fait, il s'est dit, mais au fond, peut-être qu'il me provoque à aller les suivre. Ça, je trouvais très beau de dire ça, pas simplement, c'est peut-être quelque chose à chasser, mais de dire, en fait, effectivement, ça l'obligeait à revenir les pieds sur terre, c'est-à-dire à descendre du tracteur. Et comme il dit, à s'enforester, c'est-à-dire il a commencé à les suivre dans la forêt. Il se dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils viennent me chercher au fond? Eh bien, en fait, plus il y a eu de connaissances réciproques, et en fait, ils sont plus venus. Dernière chose aussi, c'est qu'au fond, il s'est rendu compte que son mode de production était encore trop productiviste. Donc, il a coupé son cheptel en deux. De 500 bêtes, il est passé à 250. Et comme il était sur la fin, il a redonné aussi une propriété collective en GAEC à 6 personnes. Donc, maintenant, au lieu encore qu'on soit propriétaire seul, individuel, sur ce qu'on appelle ce qui est des corps propriétaires, un corps territoire propriétaire, ça devient un corps territoire, justement, collectif, humain et autre qu'humain, partagé, et qui repense la manière même de faire paysage, en fait. C'est une belle conclusion, il me semble. Merci infiniment, Sophie Gosselin et Abidjan Matoli. C'était passionnant de vous écouter. Et bravo pour ce travail, les conditions terrestres. Et merci à vous pour votre présence. Et à bientôt. Bonne soirée.